Je m'appelle Adrien et j'avais 20 ans quand ma famille m'a jeté dehors dans la neige le soir du réveillon de Noël. Ils m'ont traité de fardeau, ont bouclé mes sacs et m'ont claqué la porte au nez alors que je restais là, à geler, vêtue seulement d'un pull fin. Je pensais que c'était le moment le plus sombre de ma vie, assis sur ce banc, à regarder mon souffle se transformer en buée blanche dans l'air glacial. Mais c'est là que je l'ai vu. Pieds nus, sur le point de s'effondrer dans la neige, et j'ai fait un choix qui allait tout changer. Ce que j'ignorais, c'est que l'inconnu que j'aidais ce soir-là valait des milliards, que ses propres sœurs la voulaient morte et que lui sauver la vie allait m'entraîner dans un monde d'empire industriel, de mercenaires et d'une bataille pour la justice qu'aucun de nous ne pouvait mener seul. Les lumières de Noël se brouillaient devant mes yeux, alors que j'étais assis au bout de la table de la salle à manger, entouré d'une famille qui avait cessé d'en être une depuis longtemps. La maison sentait la cannelle et le sapin, exactement l'odeur qu'une parfaite soirée de réveillon devrait avoir. Mais la perfection n'était qu'un masque dans cette maison, un vernis pour cacher la pourriture en dessous. J'avais 20 ans, j'avais abandonné la fac, et j'essayais de reconstruire quelque chose qui semblait constamment au bord de l'effondrement. Chaque mot que je prononçais semblait tomber à plat. Mon père me lançait ce regard, celui qui disait qu'il me mesurait à une norme invisible que je n'atteignais jamais. Ma sœur Manon était assise en face de moi, les yeux brillants d'une lueur qui me retournait l'estomac. Elle avait ce regard ce soir, celui qu'elle prenait quand elle savait quelque chose que j'ignorais. La salle à manger était pleine. Tantes, oncles, cousins, amis de la famille, tous sur leurs 31, sirotant du vin et partageant des histoires sur leurs enfants brillants, leur promotion, leur vie parfaite. Je me sentais comme un fantôme à ma propre table familiale. Quand j'ai mentionné un entretien d'embauche que j'avais décroché, la conversation s'est arrêtée net, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Ma tante a détourné le regard rapidement. Mon oncle s'est raclé la gorge et est devenu soudainement très intéressé par son assiette. Manon a eu un petit sourire en coin et a chuchoté quelque chose à notre cousine qui les a fait rire doucement toutes les deux, leurs yeux glissant vers moi. La soirée s'est traînée ainsi, chaque moment plus lourd que le précédent. J'attendais que ça s'améliore, que quelqu'un me pose une vraie question ou offre une conversation sincère. Au lieu de cela, j'ai eu droit au silence, un silence froid, calculé, le genre qui vous serre la gorge et rend la respiration difficile. J'ai regardé ma mère se déplacer dans la pièce, remplissant les verres, ajustant les décorations, faisant n'importe quoi pour éviter de me regarder. Elle était distante depuis des semaines maintenant, depuis que Manon avait commencé sa campagne de rumeurs et de demi-vérités. Je voyais cela arriver, l'empoisonnement lent de mes relations avec tout le monde dans cette maison. Mais j'avais été impuissant à l'arrêter. Puis mon père s'est levé, sa chaise a raclé le parquet et tout le monde s'est tourné vers lui. Il s'est raclé la gorge avec cette autorité délibérée qu'il portait toujours, celle qui commandait dans les salles de réunion et faisait taire les arguments. « Parlons de responsabilité », a-t-il dit, sa voix tranchant, l'air chaud comme de la glace. Mon cœur a sombré. Je connaissais ce ton. Cela n'allait pas être bon. L'atmosphère de la pièce a changé. Les gens se sont ajustés sur leurs sièges, soudainement alertes. Certains semblaient mal à l'aise, comme s'ils savaient ce qui allait arriver mais souhaitaient en être n'importe où ailleurs. D'autres, comme Manon, se sont penchés en avant avec une excitation à peine dissimulée. J'ai réalisé avec horreur que ce dîner, toute cette soirée, avait été planifié. Ce n'était pas une réunion de famille. C'était un guet-apens, une embuscade déguisée en réveillon de Noël. « Adrien, » a continué mon père, les yeux fixés sur moi avec une précision froide. « Nous devons aborder le fardeau que tu es devenu. » Fardeau. Le mot a atterri comme un coup de poing dans ma poitrine. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Manon rayonnait presque d'anticipation. Elle attendait ce moment probablement depuis des mois. C'était sa victoire. Un par un, ils ont commencé à lister mes échecs. Un loyer payé avec 2 semaines de retard, même si je l'avais remboursé avec intérêt. Un emploi perdu il y a 6 mois, quand l'entreprise a réduit ses effectifs. Quelque chose totalement hors de mon contrôle. Un ami que j'aurais soi-disant laissé tomber il y a 3 ans. Une histoire tellement déformée que je la reconnaissais à peine. Des choses pour lesquelles je m'étais excusée. Des choses que j'avais essayé de réparer. Des choses qui auraient dû être oubliées depuis longtemps.
Chaque accusation semblait répétée, comme s'ils avaient appris leur texte, coordonnant leur attaque. Ma tante a évoqué une fois où j'avais emprunté de l'argent pour des manuels scolaires et mis 1 mois de plus pour le rembourser. Mon oncle a mentionné que j'avais raté un dîner de famille le printemps dernier parce que je faisais un double service au travail. Tout était présenté sous le pire jour possible, dépouillé de son contexte, transformé en arme. J'ai réalisé que Manon les nourrissait d'histoires, tordant les événements, me faisant paraître pire que je ne l'étais. Elle avait orchestré toute cette intervention, passant des semaines ou peut-être des mois à semer le doute, créant un récit où j'étais le méchant et eux, les victimes de mon existence. « Tu ne contribues pas » a dit mon père, la voix s'élevant légèrement. « Tu prends et tu prends sans rien donner en retour. Cette famille t'a soutenu pendant 20 ans. Et qu'avons-nous à montrer en retour? De la déception, de la honte. J'ai essayé de parler pour me défendre, mais ma voix est sortie faible et tremblante. J'essaie vraiment fort. Essayer ne suffit pas, a-t-il dit froidement, avec mépris. Les résultats comptent, le caractère compte, et tu n'as montré ni l'un ni l'autre. Ma mère était assise à côté de lui, fixant son assiette. Elle ne me regardait pas une seule fois. Je voulais qu'elle se lève, qu'elle me défende, qu'elle leur dise qu'ils étaient nés cruels et injustes. Mais elle est restée assise là, silencieuse, complice. Puis était venu l'ultimatum. « Fais tes valises », a dit mon père en se redressant, la voix montant avec finalité. « Nous avons fini de te soutenir. Tu n'es plus le bienvenu dans cette maison. » La pièce était devenue silencieuse. Pas le genre de silence qui vient du choc ou du désaccord, le genre qui vient de l'approbation, du soulagement même. Ils savaient tous que cela arrivait. Ils l'avaient tous approuvé. C'était une décision unanime livrée le soir de Noël comme une sorte de cadeau tordu. Manon a levé son verre, son sourire tranchant et cruel. « Joyeux Noël à la liberté, Adrien. » Quelques personnes ont ri nerveusement. La plupart ont juste regardé ailleurs. J'ai senti mes mains trembler, ma gorge se serrer, mais j'ai refusé de pleurer devant eux. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Je me suis levée lentement, les jambes instables, et j'ai marché vers les escaliers sans dire un mot. Quelqu'un, je crois que c'était mon oncle, m'a suivi à l'étage pour s'assurer que je faisais vraiment mes bagages, comme si j'étais un criminel escorté vers la sortie, comme s'ils avaient peur que je vole l'argenterie. En sortant, j'ai pris ce que je pouvais faire entrer dans une petite valise. Des vêtements, un chargeur de téléphone, quelques objets personnels, rien de sentimental. Il n'y avait rien dans cette maison dont je voulais me souvenir. Mes mains bougeaient en pilote automatique, engourdies et mécaniques. Manon est apparue dans l'embrasure de la porte, appuyée contre le cadre, les bras croisés, me regardant avec satisfaction. « Voyons si quelqu'un veut de toi maintenant », a-t-elle dit doucement, la voix dégoulinant de venin déguisée en inquiétude. Je voulais lui hurler dessus. Je voulais lui dire à quel point je savais qu'elle avait manipulé tout le monde, que je voyais clair dans chaque mensonge qu'elle racontait. Mais à quoi bon? Elle avait gagné. Elle m'avait effacé de cette famille avec succès. Et rien de ce que je dirais ne changerait cela. La porte d'entrée a claqué derrière moi avec une finalité qui a résonné dans ma poitrine. La neige tombait fort, des flocons épais qui collaient instantanément à mes cheveux et mes vêtements. Je n'avais pas de manteau, juste un pull fin qui était déjà trempé. Je suis restée là sur le perron un instant, attendant, espérant que quelqu'un courait dehors. Ma mère, peut-être quelqu'un qui dirait que c'était une erreur, qu'ils étaient allés trop loin. Personne n'est venu. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir Manon rire avec notre cousin, célébrant déjà mon absence. Les lumières du sapin de Noël scintillaient derrière eux, baignant tout d'une lueur chaude. Ils avaient l'air heureux, soulagés. J'ai commencé à marcher. Je ne savais pas où j'allais. Je n'avais nulle part où aller. Je marchais simplement, un pied devant l'autre, parce que rester immobile ressemblait à un abandon. Le quartier ressemblait à une carte postale. Chaque maison était chaude et lumineuse, décorée de guirlandes et de couronnes. Les familles réunies à l'intérieur, visibles à travers les fenêtres, des enfants courant partout, des parents riant. Les rires et la musique flottaient dans la nuit froide. J'étais entourée de joie, d'amour, de tout ce que Noël était censé être. Et je ne m'étais jamais sentie aussi seule de toute ma vie.
Mon souffle sortait en bouffées blanches qui disparaissaient dans l'obscurité. Mes doigts commençaient à brûler à cause du froid. Cette transition douloureuse de la sensation à l'engourdissement. L'humiliation se mélangeait au chagrin d'une manière qui semblait suffocante, comme si je me noyais dans l'eau glacée. Mais sous tout cela, il y avait autre chose, une petite étincelle, un refus obstiné d'abandonner. Je dois survivre à ça, ai-je pensé. Je le dois, je ne les laisserai pas gagner. Chambre. J'ai trouvé un banc sous un lampadaire clignotant et je me suis effondrée dessus. La neige recouvrait le siège, trempant immédiatement mon jean. Le froid mordait à travers le tissu, mais j'étais déjà si engourdie que je le sentais à peine. Ma valise gisait à côté de moi, humide et pathétique. J'ai sorti mon téléphone. La batterie était à 5%. Il y avait des messages de Manon. Bien sûr qu'il y en avait. « Bonne chance pour geler dehors », disait l'un, suivi d'un emoji qui rit. Un autre disait « Ne reviens pas en rampant ». Je voulais jeter mon téléphone dans la neige pour le regarder disparaître sous la couverture blanche. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste restée là à fixer l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne, le froid s'infiltrant plus profondément dans mes os. C'est là que je l'ai vu. Une ombre trébuchait sur le trottoir, se déplaçant de manière irrégulière. Une silhouette enveloppée de vêtements déchirés, les bras serrés contre son corps. Pas de manteau, pas de chaussures. Pieds nus dans la neige, je me suis levée sans réfléchir, mes propres problèmes oubliés. La femme s'est effondrée contre le banc, tremblant si violemment que je pouvais entendre ses dents claquer à des mètres de distance. Son visage était pâle, presque violet. Ses lèvres étaient bleues, ses doigts de la même couleur mortelle. Je n'ai pas hésité. J'ai enlevé mon pull, la seule chose chaude qu'il me restait, et je l'ai enroulé autour de ses épaules. Ma peau s'est immédiatement hérissée, la chair de poule éruptant alors que le froid mordait plus fort qu'avant. « Ça va aller », ai-je chuchoté, même si je gelais, moi aussi. « Je vais m'en sortir. » Elle a levé les yeux vers moi, les yeux écarquillés par le choc, la gratitude et quelque chose de plus profond que je ne pouvais nommer. Comme si elle ne pouvait pas croire que quelqu'un s'était arrêté, comme si elle avait été invisible jusqu'à ce moment. Je ne le savais pas alors, mais ce moment a tout changé. La femme a essayé de parler, mais sa voix était brisée et faible, à peine plus qu'un murmure. « Pourquoi? Pourquoi m'as-tu aidé ?» La question m'a prise au dépourvu. Cela semblait si évident, pourtant la façon dont elle le demandait avec une confusion si sincère montrait clairement que ce n'était pas évident pour elle, que peut-être personne ne l'avait aidée depuis très longtemps. « Parce que tu avais besoin de quelqu'un, » ai-je dit simplement. Elle m'a fixée comme si personne ne lui avait dit une chose pareille depuis des années. Peut-être que personne ne l'avait fait. Ses yeux se sont remplis de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Du soulagement, peut-être, ou de l'incrédulité, comme si elle avait oublié que la gentillesse existait. Je l'ai aidée à s'asseoir, essayant de la maintenir stable. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air, son corps faible et inerte. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sous ses vêtements déchirés et sales, elle portait une chevillère en diamant. Elle était à moitié enfouie dans la neige, mais les pierres captaient la lumière du lampadaire, scintillant avec un éclat qui semblait déplacé, pas quelque chose qu'un sans-abri posséderait, pas quelque chose que quelqu'un porterait dans la rue en hiver. Elle a murmuré quelque chose dans une langue que je n'ai pas reconnue. Cela sonnait européen, peut-être italien ou allemand, puis elle est revenue au français. Son accent est soudainement devenu raffiné, éduqué. Chaque mot était prononcé avec soin malgré son état. Elle ne parlait pas comme quelqu'un qui appartenait à la rue. Elle parlait comme quelqu'un qui appartenait au conseil d'administration ou aux ambassades. Ses mains tremblaient violemment alors qu'elle sortait un petit téléphone de sa poche. Il était élégant, noir mat, clairement une technologie coûteuse, pas un téléphone jetable bon marché, quelque chose de gouvernemental ou militaire. Elle a appuyé sur un bouton, juste un, une numérotation rapide. Sa voix a complètement changé. Elle était devenue tranchante, autoritaire, impérieuse. « C'est moi, j'ai besoin d'une exfiltration. » J'ai reculé instinctivement. Exfiltration de qui? Mon esprit passait en revue les possibilités. Étais-je en danger? Venais-je d'aider quelqu'un impliqué dans quelque chose d'illégal? Était-elle une espionne? Une criminelle? Devais-je courir? Mais elle a tendu la main et a doucement touché la mienne, ses doigts glacés contre ma peau. «
Ne fuis pas, a-t-elle dit doucement, la voix de nouveau gentille. Tu es en sécurité grâce à ce que tu as fait. Au loin, j'ai entendu des sirènes. Pas des sirènes de police. Quelque chose de plus profond, plus lourd, plus industriel, comme des moteurs, beaucoup de moteurs. Le bruit grandissait, approchant rapidement. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Avant que je puisse demander quoi que ce soit, avant que je puisse exiger des réponses, la femme s'est affaissée en avant, s'évanouissant d'hypothermie. J'ai essayé de la rattraper, enroulant mes bras autour de ses épaules et chuchotant désespérément. « S'il te plaît, reste éveillée. S'il te plaît, les secours arrivent. » Mais elle était inconsciente, sa respiration superficielle et rapide. Puis, ils sont apparus. Des SUV noirs, au moins 10, ont émergé de l'obscurité en formation militaire parfaite. Les phares tranchaient la neige tombante comme des projecteurs. Les véhicules se sont déplacés avec une précision synchronisée, encerclant la zone en quelques secondes. Je me suis figée, ne sachant pas si je devais courir ou rester. Mes jambes semblaient me verrouiller. Des hommes, en manteau noir, sont sortis simultanément, portant des oreillettes et se déplaçant avec une discipline militaire. Ils ont scanné la zone avec des yeux entraînés, les mains près de la taille, là où je supposais qu'ils portaient des armes. L'un d'eux, grand et large d'épaules, m'a regardé directement. Ses yeux étaient froids, évaluateurs. « Où est-elle » a-t-il exigé. J'ai pointé d'une main tremblante la femme dans mes bras. Le chef s'est approché avec une panique contrôlée, réussissant, on ne sait comment, à paraître à la fois calme et urgemment inquiet. Il s'est agenouillé à côté d'elle, vérifiant son pouls, sa respiration, donnant des ordres rapides dans son oreillette que je ne pouvais pas comprendre entièrement. D'autres agents nous ont entourés, créant un périmètre de protection. Ils bougeaient comme des danseurs, chacun sachant exactement où se positionner. C'était répété, professionnel, coûteux. Ils l'ont aidé à se lever, enroulant d'épaisses couvertures thermiques autour de ses épaules. Du matériel médical est apparu de nulle part. Quelqu'un a pressé un masque à oxygène sur son visage. Elle était à peine consciente, ses yeux s'ouvrant et se fermant, mais elle a levé un bras tremblant et m'a pointé directement. Tout le monde a cessé de bouger. Chaque agent s'est tourné pour me regarder. « Il m'a sauvée », a-t-elle chuchoté à travers le masque à oxygène. Cette phrase a tout changé. L'énergie a basculé. Les agents me regardaient différemment maintenant, non pas avec suspicion, mais avec quelque chose comme du respect ou peut-être de l'obligation. Avant que je puisse protester, 2 agents m'ont guidé gentiment mais fermement vers l'un des SUV. « Pour votre protection », a dit l'un d'eux. « Je n'ai rien fait », ai-je bégayé, la panique montant dans ma poitrine. Ils ont refusé d'expliquer. Ils ont juste continué à me faire avancer. À l'intérieur du véhicule, la femme était assise, enveloppée dans des couvertures. Elle a tendu la main et a serré la mienne fermement. Ses doigts étaient encore glacés. « Tu n'as pas d'ennui », a-t-elle dit, la voix plus claire maintenant. « Tu es la seule personne qui ne m'a pas ignorée. » Ses yeux étaient vifs, intelligents, presque royaux. Alors que le convoi traversait la ville à toute vitesse, je regardais par la fenêtre. Nous passions devant des gratte-ciel aux vitres teintées, des grilles privées, des points de contrôle de haute sécurité. La femme donnait des ordres couramment, passant d'une langue à l'autre que je ne pouvais identifier. « Comment tu t'appelles » ai-je finalement demandé. « Éléonore » a-t-elle dit simplement. Pas de nom de famille, mais les agents l'appelaient « Madame ». Nous sommes arrivés à un immense établissement médical privé, pas un hôpital, quelque chose de tout à fait différent. Le personnel s'est précipité dehors dès que le véhicule s'est arrêté, bougeant comme si une reine était arrivée. Je me sentais complètement déplacée, tremblant encore dans mes vêtements humides. Les médecins ont afflué, chuchotant avec urgence. J'ai saisi des bribes de leur conversation. On a cru l'avoir perdue. Elle ne peut pas se permettre un autre incident. La famille ne doit pas savoir. Un homme grand, en costume gris, s'est approché de moi. Ses yeux étaient froids, calculateurs. « Vous l'avez aidée » a-t-il dit. « Alors maintenant, elle a une dette envers vous. » Je ne savais pas quoi dire. Une autre femme, plus jeune et au regard perçant, m'a tirée à l'écart. « Faites attention » a-t-elle averti. « Tout le monde ne veut pas qu'on la retrouve. » Cela m'a fait froid dans le dos. Éléonore ne s'était pas simplement perdue. Elle avait été ciblée.
Ils m'ont laissé entrer dans la salle de traitement où Éléonore était examinée. Elle a souri faiblement en me voyant. « Tu as l'air terrifiée. »« Je devrais l'être » ai-je chuchoté. « Pas de moi, a-t-elle dit. Dis. » Elle s'est assise lentement, enlevant le masque à oxygène, ses yeux verrouillés sur les miens. « Je ne devrais pas être en vie en ce moment, a-t-elle dit doucement. Et s'ils savent que tu m'as aidé, tu fais partie de ça maintenant. J'ai dégluti difficilement. Partie de quoi? Elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin, de quelque chose de bien plus grand que nous deux. L'homme au costume gris, Damien, m'a expliqué davantage au fil des heures. Elle ne s'est pas perdue, a-t-il dit. Elle s'est échappée. De quoi? Ai-je demandé. Personne n'a répondu, mais je pouvais le voir sur leur visage. Éléonore avait fui quelque chose d'énorme, quelque chose de dangereux. Puis un message est arrivé, crypté. Rendez-la, nous ou nous prenons celui qui a aidé. Mon sang s'est glacé. L'ennemi était au courant pour moi. Les gardes ont insisté pour que je reste à l'intérieur de l'établissement. Ils ont pris mon sac à dos et ma valise pour les scanner. J'ai vite réalisé que je n'étais pas seulement protégée, j'étais piégée. Éléonore, encore faible, est venue me trouver. « Tu n'as pas demandé ça, » a-t-elle dit doucement. « Mais tu es la première personne en qui j'ai confiance. » J'ai senti quelque chose changer en moi, une étrange connexion, de la chaleur après une vie de cruauté. Un journal télévisé passait silencieusement sur un écran à proximité. Guerre familiale chez les milliardaires. Une héritière disparue. Un empire industriel en guerre. J'ai fixé l'écran, assemblant les pièces du puzzle. Éléonore n'était pas seulement riche. Elle était l'héritière de l'une des familles les plus puissantes du pays. Une infirmière a mentionné en passant, sa famille se dévore entre eux. Ses sœurs sont les pires. J'ai pensé immédiatement à Manon. La cruauté, la manipulation, le parallèle étaient glaçants. Plus tard cette nuit-là, un inconnu déguisé en livreur a essayé d'entrer dans la chambre d'Éléonore. La femme qui m'avait averti plus tôt, Léa, l'a plaqué au sol. Tout le bâtiment a été mis en confinement. Ils en avaient après quiconque était proche d'elle. Éléonore est revenue vers moi, retirant quelque chose de sa cheville. La chevillère en diamant. Elle l'a placée dans mes mains. « Garde ça, » a-t-elle dit. « S'il m'arrive quelque chose, quelqu'un viendra pour toi. Montre-leur ça. » Le poids de l'objet semblait insupportable. Damien m'a coincé plus tard, la frustration claire sur son visage. « Votre vulnérabilité, » a-t-il dit. Un point faible que l'ennemi exploitera. Peut-être devrions-nous vous envoyer loin d'ici avant que quelqu'un ne vous utilise pour la blesser. Je l'ai ressenti à nouveau, ce sentiment familier d'être indésirable, jetable. Mais alors Éléonore est apparue, faible mais furieuse. « Si Adrien part, je pars, » a-t-elle dit, sa voix tranchant la tension. « Et vous perdez tous. » Le silence a rempli la pièce. Éléonore venait de mettre sa vie et un empire d'1 milliard d'euros en jeu. Pour moi, l'établissement est passé en confinement total après la tentative d'infiltration ratée. Des sirènes rouges clignotaient dans les couloirs. Des gardes armés patrouillaient à chaque coin. J'étais escortée partout, même juste pour prendre de l'eau. Les agents chuchotaient entre eux. Les attaquants n'étaient pas des amateurs. Ils connaissaient notre plan. Il y avait une taupe à l'intérieur. J'ai finalement rassemblé le courage de confronter Éléonore. Pourquoi des gens essaient de t'enlever? Elle a expiré, épuisée. Parce que j'ai refusé de signer ma vie, a-t-elle expliqué lentement. Sa famille dirigeait un conglomérat mondial avec un pouvoir politique qui s'étendait sur plusieurs continents. Il s'attendait à ce qu'elle se marie au sein d'une dynastie qu'elle méprisait, avec un homme qu'elle n'avait jamais aimé, un avenir qui l'enfermerait pour toujours. « Alors tu as fui, ai-je dit. « J'ai essayé, a-t-elle répondu. Ils ont tout confisqué, mon téléphone, mes vêtements, mes papiers d'identité. Ils m'ont enfermée dans ma propre maison pour m'empêcher de m'échapper. »« Alors comment es-tu sortie? » Elle a souri faiblement. J'ai volé le téléphone, sauté par une fenêtre du 2e étage et couru. Pieds nus, ai-je ajouté. J'ai choisi le froid dehors plutôt que le froid à l'intérieur de ce manoir. Ces mots m'ont frappé fort. J'ai pensé à ma propre famille, au gel émotionnel qui s'était produit bien avant que je sois jetée dans la neige.
Ma famille ne voulait pas de moi non plus, ai-je dit doucement. C'était la première fois que je le disais à voix haute. Les yeux d'Éléonore se sont adoucis. Elle comprenait. Deux inconnus liés par la même blessure. Puis Damien a fait irruption dans la pièce, l'expression sombre. Ils ont trouvé son signal. Ils arrivent. Qui ai-je demandé, même si je le savais déjà. Sa famille, ceux qu'elle craignait le plus. La sécurité nous a montré un flux en direct de l'extérieur. Deux femmes sont sorties de limousine, habillées comme des reines, dégoulinantes de diamants, leurs expressions plus froides que la neige. Roxane, l'aînée, calculatrice et élégante. Sophie, la sœur cadette, souriant d'une manière qui ressemblait à un couteau. « Éteins ça !» a chuchoté Éléonore. Un message glaçant est arrivé par les haut-parleurs. « Faites sortir la personne qui a aidé. Nous voulons lui parler. » Mon estomac s'est noué. De manière protectrice, Léa a saisi mon bras et m'a traîné dans des couloirs secrets vers une salle de panique. « Elle te fait gagner du temps, » a-t-elle dit avec urgence. « Ne rends pas son sacrifice inutile. » J'ai entendu des voix étouffées à l'extérieur. Le ton glacial de Roxane traversant les murs. À travers les haut-parleurs, Roxane a annoncé. « Éléonore, rentre à la maison. Signe les papiers, arrête de nous embarrasser ou celui que tu protèges disparaîtra. » J'ai senti le poids d'être utilisé comme levier. Encore une fois par une autre famille. Mais alors Éléonore s'est avancée devant la caméra. Sa voix était stable, puissante. « Adrien est sous ma protection. Touchez-le et j'enterre votre empire. » L'établissement entier est devenu silencieux. Éléonore ne fuyait plus seulement. Elle prévoyait de se battre. Lorsque le confinement a été levé, Éléonore est venue directement vers moi. Je m'attendais à de la colère, de la frustration, peut-être même du regret de m'avoir entraînée dans ce cauchemar. Au lieu de cela, elle m'a serré fort dans ses bras. « Je suis désolée que tu aies été entraînée dans mon enfer, » a-t-elle chuchoté. « Je ne te laisse pas, » ai-je répondu. Elle s'est reculée et m'a regardée sérieusement. « Je dois tout te dire. » Elle a révélé toute la vérité. Son père lui avait légué l'entreprise, pas à ses sœurs. Roxane et Sophie avaient passé des années à planifier son éviction. Le mariage arrangé n'était qu'une partie du plan. Elle voulait le contrôle de tout l'empire. Elle m'a montré des preuves, des documents secrets, des emails, des enregistrements. Ses sœurs avaient littéralement prévu de simuler sa disparition pour que ses parts soient transférées automatiquement. « Elles allaient te tuer, » ai-je dit, la voix tremblante. Elle a hoché la tête silencieusement. J'ai regardé les documents, analysant les schémas, les comportements, la manipulation. J'ai tout reconnu. Elles ne sont pas juste avides, ai-je dit. Ce sont des sociopathes entraînés professionnellement. Éléonore m'a fixée. Tu comprends ça? Je l'ai vécu, ai-je répondu, pensant à Manon. J'ai suggéré quelque chose d'audacieux. Et si on le disait au monde? Et si on retournait leur jeu contre elle? Damien semblait choqué. Personne n'avait jamais parlé à Éléonore comme à un égal, sauf moi. Rendre cela public pourrait les détruire, a dit Éléonore lentement. Mais ça pourrait aussi me détruire. Elles ont déjà essayé, ai-je répondu. L'espoir a brillé dans ses yeux pour la première fois. Puis une demande d'appel vidéo est apparue sur l'écran. Numéro inconnu. C'était Manon, souriante, suffisante, portant un manteau de fourrure volé. « Tu pensais m'avoir échappé, Adrienne ?» a-t-elle dit doucement. « Tu n'as aucune idée de qui tu viens de fréquenter. » Mon sang s'est glacé. Manon savait pour Éléonore. Les sœurs l'avaient contactée. Manon s'est penchée plus près de la caméra. « Donne-moi de l'argent et je te dirai exactement ce que ses sœurs prévoient. » Je lui ai crié dessus, la fureur prenant le pas sur la peur. Mais Éléonore m'a arrêtée, posant une main sur mon épaule. « Laisse-la parler, » a dit Éléonore calmement. « Elle a peur. Les gens ne supplient que lorsqu'ils ont peur. » Manon a hésité, puis a parlé rapidement. Roxane et Sophie avaient engagé des mercenaires pour une deuxième tentative d'extraction. Cela allait arriver bientôt. Après la fin de l'appel, je me suis effondrée. Pourquoi tout le monde me traite comme si j'étais jetable? Éléonore s'est agenouillée devant moi. Pas tout le monde. Pas moi. Elle a pris mes mains dans les siennes. Je veux que tu sois à mes côtés quand nous les ferons tomber. Tu vois des choses que mon monde ignore. J'ai hoché la tête lentement.
un civil, une personne abandonnée dans la neige. Maintenant, j'entrais dans une guerre de milliardaires. Le poids de cette décision s'installait sur moi. Il y a quelques heures à peine, j'étais assis sur un banc gelé sans nulle part où aller. Maintenant, j'étais au centre d'une conspiration milliardaire, ciblée par des mercenaires et soutenue par l'une des femmes les plus puissantes du pays. Éléonore s'est levée et a marché vers la fenêtre. Tu dois savoir ce que tu acceptes. Mes sœurs ne jouent pas franc jeu. Elles n'ont pas de limites. Elles ont déjà montré qu'elles étaient prêtes à me tuer. Elles n'hésiteront pas à te faire du mal. Elles ne peuvent-ils pas me faire plus de mal que ma propre famille ne l'a déjà fait, ai-je répondu amèrement. Elle s'est tournée pour me faire face. C'est différent, Adrien. Ta famille était cruelle de petite manière. Mes sœurs opèrent à une autre échelle. Elles ont des ressources, des connexions, des gens qui feront n'importe quoi pour de l'argent. Alors nous devons être plus malins qu'elles, ai-je dit. Damien, écoutant depuis l'embrasure de la porte, a souri légèrement. Le civil marque un point. Vos sœurs pensent en termes de pouvoir et d'argent. Elles ne s'attendront pas à de la créativité. Léa nous a rejoints, toujours dans son gilet tactique. L'équipe de mercenaires dont Manon nous a avertis est réelle. Nous avons confirmé les renseignements. Il prévoit de nous frapper dans les 48 heures. Mon estomac s'est noué. 2 jours pour se préparer contre des gens qui tuaient pour vivre. Pouvons-nous aller quelque part de plus sûr? Ai-je demandé. Partout est dangereux s'ils savent où chercher, a répondu Damien. Bouger serait plus dangereux que de rester. Éléonore a marché vers un bureau et a sorti un ordinateur portable. Alors on ne fuit pas. On se prépare et on documente tout. Elle m'a regardé. Tu as dit qu'on devrait rendre ça public. Je pense que tu as raison, mais nous avons besoin de preuves qu'elles ne peuvent pas nier et d'un timing qu'elles ne peuvent pas contrer. Elle a ouvert des fichiers montrant des années de documentation, des dossiers financiers avec des transferts suspects, des emails entre Roxane et Sophie discutant des moyens de forcer Éléonore à partir, des SMS mentionnant avec désinvolture de la faire disparaître, des enregistrements audio qui détruiraient leur image publique. C'est tout. Chaque crime, chaque manipulation. Je collecte ça depuis 3 ans. Depuis que j'ai réalisé ce qu'elle prévoyait, j'ai scanné les fichiers. C'est suffisant pour les enterrer. Pourquoi ne l'as-tu pas publié avant? Parce que j'avais peur, a-t-elle admis. Peur de ce que ça ferait à l'entreprise que mon père a bâtie. Peur que même, avec des preuves, les gens me blâment, moi, à la place. J'ai pensé à mon propre dîner de famille, à la facilité avec laquelle Manon avait contrôlé la perception de tout le monde. Manon m'a fait la même chose. Elle a empoisonné tout le monde contre moi. Au moment où ils m'ont jeté dehors, ils croyaient que j'étais le problème. Éléonore a hoché la tête. C'est ce que font les gens comme elle. Elles réécrivent la réalité. Mais tu as des preuves, ai-je souligné. Des preuves qui ne peuvent pas être réécrites. Elles ne peuvent pas manipuler le monde entier si tu as des enregistrements d'elles complotant un meurtre. Léa a examiné les documents. Si on fait ça, on a besoin de multiples plateformes. Sorties simultanées aux agences de presse, réseaux sociaux, agences d'actes de régulation. Rendre le confinement impossible. Damien passait déjà des appels. Je peux nous faire recevoir par les régulateurs financiers d'ici demain matin. Il voulait enquêter sur la famille depuis des années, mais n'avait jamais eu de motif. Et l'héritage? Ai-je demandé. Il n'y a pas un processus légal? Éléonore a souri légèrement. Il y a une réunion du conseil d'administration dans 72 heures, le transfert officiel des parts de mon père. Mes sœurs prévoyaient de présenter des documents falsifiés montrant que je suis mentalement instable ou que j'ai renoncé à mes droits. Mais si on publie tout avant ça, ai-je dit, ce sont elles qui seront renvoyées. Exactement, a répondu Éléonore. Le conseil est plein de vieux alliés de mon père. Ils n'ont jamais aimé mes sœurs, mais n'avaient aucun motif pour s'opposer à elles. Ces preuves changent tout. Un plan se formait. Nous allions survivre à l'attaque des mercenaires, la documenter comme preuve supplémentaire et tout publier simultanément. Au moment où Roxane et Sophie réaliseraient ce qui se passait, il serait trop tard. Nous devrons te garder en sécurité d'ici là. Damien a dit « Tu fais partie de la stratégie maintenant. S'il t'arrive quelque chose, Éléonore sera compromise. » Éléonore a repris ma main. « Je pensais ce que j'ai dit. Tu vois des choses que nous ne voyons pas. Tu comprends de la manipulation parce que tu l'as vécu. Cette perspective est précieuse. » Pour la première fois de ma vie,
Quelqu'un me voyait comme un atout au lieu d'un fardeau. Quelqu'un regardait mes expériences douloureuses et y voyait de la force au lieu de la faiblesse. « Je ne te laisserai pas tomber », ai-je chuchoté. « Je sais », a-t-elle répondu. « C'est pourquoi je te fais confiance. » Les prochaines 48 heures allaient tout déterminer. Si nous survivions, si la justice prévalait, si deux personnes rejetées par leur famille pouvaient construire quelque chose de mieux ensemble. J'ai regardé la ville en contrebas, pensant au banc gelé où tout a commencé. Il y a quelques heures, je n'avais rien. Pas de maison, pas de famille, pas d'avenir. Maintenant, j'avais quelque chose pour quoi me battre. La neige avait cessé de tomber. À travers la fenêtre, l'aube pointait sur l'horizon. Un nouveau jour commençait. La chaleur de l'établissement contrastait fortement avec le froid qui avait failli nous tuer quelques heures plus tôt. Éléonore se tenait à côté de moi, nos reflets visibles dans la vitre. « Repose-toi », a-t-elle dit doucement. « Demain, on contre-attaque. » J'ai hoché la tête, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir bâti sur l'action et le partenariat. Manon m'avait dit que je n'étais rien sans famille. Que j'échouerais seule et serais oubliée. Elle avait tort. Quelqu'un m'avait choisi. Ensemble, nous allions gagner. Les sirènes m'ont réveillée d'un sommeil agité. Des lumières rouges inondaient le couloir devant ma chambre, projetant une lueur menaçante sur tout. Je me suis assis, le cœur battant déjà la chamade avant que mon esprit n'enregistre pleinement ce qui se passait. L'établissement était attaqué. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet, 3 heures du matin. L'écran s'est allumé avec des notifications d'urgence inondant le système de sécurité interne. Des pas lourds couraient devant ma porte. Des voix criaient des ordres que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. Puis j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Des coups de feu. Pas tout près, mais assez proche. Plusieurs armes tirant en succession rapide. Le son se propageait par le système de ventilation. Ma porte s'est ouverte à la volée. Léa se tenait là en tenue tactique complète, le visage sombre et concentré. Un fusil pendait à une sangle sur sa poitrine. « Lève-toi maintenant, ils sont là. » J'ai bondi du lit, portant encore les vêtements qu'il m'avait donnés plus tôt. Mes mains s'affairaient avec mes chaussures. « Qui est là? » « Les mercenaires dont ta sœur nous a avertis. » Elle m'a lancé un gilet pare-balles d'un sac qu'elle portait. « Mets ça. On bouge vers un lieu sûr. Tu viens avec nous. Pas de discussion. » Mes mains tremblaient en attachant le gilet. Il était plus lourd que je ne l'imaginais. Le poids s'installait sur mes épaules comme la réalité elle-même. Les plaques de Kevlar étaient froides et rigides contre ma poitrine. Ce n'était pas un film. Ce n'était pas une histoire dramatique. Je ne pouvais pas mettre sur pause et m'éloigner. Des gens avec des armes venaient pour kidnapper et possiblement tuer quiconque se mettrait en travers de leur chemin, moi y compris. « Combien sont-ils » ai-je demandé, la voix à peine stable. « Au moins 20 que nous avons identifiés. Ils sont venus en 3 vagues. Tactique militaire professionnelle. Ils savaient exactement où faire brèche. La mâchoire de Léa s'est serrée. Quelqu'un leur a donné des informations détaillées sur nos défenses. La taupe, le docteur Caron. Sa trahison coûtait des vies en ce moment même. Nous avons couru dans des couloirs que je n'avais pas vus auparavant. L'éclairage de secours guidait notre chemin. Les murs étaient en béton ici, utilitaires. Rien à voir avec les chambres confortables de l'étage. C'était le squelette de l'établissement, l'infrastructure cachée. Des tuyaux couraient le long du plafond, des conduits électriques exposés bourdonnaient d'énergie. Les coups de feu devenaient plus forts, plus proches. Chaque tir me faisait tressaillir. Des explosions ont secoué le bâtiment. De la poussière et des débris tombaient du plafond. Je pouvais sentir la fumée maintenant, âcre et étouffante. « Où est Éléonore » ai-je haleté, mes poumons brûlants à force de courir. Damien l'a récupérée. On se retrouve au point d'extraction Est. Léa a vérifié sa radio. Des grésillements et des rapports criés crépitants. L'équipe Alpha est coincée au niveau 2. L'équipe Bravo couvre la cage d'escalier principale. Nous devons bouger plus vite. Nous avons tourné un coin et avons failli entrer en collision avec 3 autres agents. Ils ont formé un cercle protecteur autour de moi sans qu'on le leur demande. Armes dégainées, yeux scannant, chaque ombre avec une précision entraînée. Je me sentais simultanément protégée et terrifiée. Ces agents étaient entraînés au combat.
Le fait qu'ils soient si tendus signifiait que nous étions en grand danger. L'un d'eux, un homme plus jeune avec une cicatrice sur la joue, a parlé doucement dans sa radio. Paquet 2 sécurisé. On bouge vers le point d'extraction. Nous avons des hostiles sur plusieurs niveaux. Paquet 2, c'était moi. J'étais devenu quelque chose à protéger et transporter. Une variable dans leur équation tactique. Une autre explosion. Celle-ci beaucoup plus proche. Le sol sous nous a tremblé violemment. Les lumières ont clignoté et se sont éteintes complètement. Pendant 3 secondes, nous sommes restés dans l'obscurité absolue. Je pouvais entendre ma propre respiration trop forte, trop rapide. Puis les secours d'urgence se sont enclenchés, baignant tout dans une lumière rouge tamisée qui donnait l'impression que nous nous noyions dans le sang. Quelqu'un a crié dans une autre partie du bâtiment. Pas un cri de peur, un cri de douleur. L'un des nôtres avait été touché. « Continuez à avancer », a commandé Léa. Nous avons atteint une cage d'escalier et commencé à descendre rapidement. Mes jambes brûlaient, mes poumons hurlaient pour de l'air. Mais j'ai continué à bouger parce que s'arrêter signifiait la capture. S'arrêter signifiait tout ce que Roxane et Sophie avaient prévu pour les gens qui aidaient leur sœur. J'ai pensé à ce qu'Éléonore avait dit. Elles utiliseront toutes les armes qu'elles ont. J'étais une arme, maintenant. Une arme qui pouvait être utilisée contre elles. Au bas de l'escalier, nous avons fait irruption dans un garage souterrain. L'espace était immense, faiblement éclairé par des néons au plafond. Des véhicules noirs étaient en formation, leurs moteurs grondant comme des bêtes en cage, prêtes à bondir. Les gaz d'échappement flottaient dans l'air. Damien se tenait à côté de l'un d'eux, son téléphone pressé contre son oreille, aboyant des ordres. Son costume, habituellement immaculé, était déchiré à l'épaule. Une traînée de quelque chose de sombre sur son visage. Sang ou saleté? Je ne pouvais pas le dire. Quand il nous a vus, le soulagement a traversé son visage. « Montez !» a-t-il commandé. J'ai regardé autour de moi frénétiquement. Où est Éléonore? Déjà en sécurité dans le véhicule de tête. Tu iras avec Léa dans le second. Il m'a saisi le bras, sa poigne serrée. Écoute-moi, si on est séparés, tu fais exactement ce que Léa te dit. Pas de question. Ta survie est critique pour l'état mental d'Éléonore en ce moment. Compris? J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Avant que je puisse bouger vers les voitures, l'entrée du garage a explosé vers l'intérieur. Le bruit était assourdissant. Le métal s'est tordu et a volé dans les airs comme des éclats d'obus. Des morceaux de béton gros comme ma tête pleuvaient, rebondissant sur les toits des véhicules. À travers la fumée et les débris, des silhouettes ont émergé. Des hommes en tenue tactique noire, visages couverts de cagoules, armes levées et prêtes. Les lunettes de vision nocturne les faisaient paraître inhumains, comme des insectes aux yeux à facettes massifs. Les mercenaires avaient forcé l'entrée de l'établissement. « Allez !» Damien m'a poussé vers les véhicules. Nos agents ont ouvert le feu. Le son était assourdissant dans l'espace clos, résonnant sur les murs de béton jusqu'à ce que je ne puisse plus dire de quelle direction venait quoi que ce soit. Léa m'a traîné derrière un pilier en béton. Mes oreilles sifflaient. Mon cœur semblait prêt à exploser de ma poitrine. J'ai vu l'un des mercenaires tomber, puis l'un de nos agents. La réalité de la violence s'est abattue sur moi. Des gens mouraient, juste devant moi. Ce n'était pas dramatique ou héroïque. C'était le chaos et la terreur et l'odeur de la poudre brûlant mes narines. « Il faut qu'on te sorte d'ici », a dit Léa, la voix à peine audible au-dessus de la fusillade. 2 mercenaires ont brisé la ligne de défense, courant droit vers nous. Léa s'est découverte et a tiré 3 coups précis. Les 2 hommes sont tombés. Elle m'a saisi le bras et m'a tiré vers les véhicules, utilisant son corps comme bouclier. Nous étions presque à la voiture quand quelqu'un m'a attrapé par derrière. Une main s'est plaquée sur ma bouche. Un bras s'est enroulé autour de ma taille, me soulevant du sol. J'ai crié contre la main, donnant des coups de pied sauvages. Léa s'est retournée, mais a hésité. Elle ne pouvait pas tirer sans risquer de me toucher. Le mercenaire a commencé à me traîner en arrière vers la brèche dans l'entrée du garage, vers une fourgonnette qui tournait dehors. C'était fini. Ils allaient me prendre, m'utiliser pour forcer Éléonore à se rendre. La terreur a cédé la place à la fureur. J'ai pensé à tout ce à quoi j'avais survécu. Ma famille me jetant dans la neige, manquant de mourir de froid, trouvant enfin quelqu'un qui m'appréciait.
Je n'allais pas laisser ces étrangers m'enlever ça. J'ai mordu fort la main, couvrant ma bouche. Goutte du sang. Le mercenaire a juré et a relâché sa prise juste assez. J'ai enfoncé mon coude en arrière, dans ses côtes, de toutes mes forces. Une fois, 2 fois, il a trébuché. Léa a tiré. Le mercenaire est tombé et je suis tombée en avant sur les mains et les genoux. Léa m'a relevée et m'a jetée sur la banquette arrière du véhicule. Elle a plongé après moi alors que les balles ricochaient sur l'extérieur blindé. « Roulez !» a-t-elle hurlé. Le convoi a bondi en avant, les pneus crissants. Nous avons fracassé des débris et traversé la fumée, fonçant vers la sortie à l'autre bout du garage. Je me suis tordue pour regarder par la lunette arrière. L'établissement était en flammes. Nos agents tenaient la ligne, couvrant notre fuite, mais les mercenaires continuaient d'arriver. Dans le véhicule de tête devant nous, je pouvais juste distinguer une silhouette à travers les vitres teintées. Éléonore. Elle était en sécurité. Nous avons jailli du garage dans l'obscurité précédant l'aube. Les véhicules n'ont pas ralenti. Nous avons déchiré les rues vides, brûlant les feux rouges, prenant les virages si vite que j'ai glissé sur la banquette arrière, malgré ma ceinture de sécurité. « Ils nous suivent ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Léa a vérifié une tablette affichant plusieurs flux de caméras. 2 véhicules à la poursuite. Notre équipe engage le combat. J'ai regardé l'écran de la tablette par-dessus son épaule. Derrière nous, 2 fourgonnettes noires pourchassaient notre convoi. Elles étaient rapides, professionnelles, réduisant la distance. Puis l'un de nos véhicules de queue a ralenti et a délibérément fait une embardée sur la trajectoire de la fourgonnette de poursuite de tête. Les 2 véhicules sont entrés en collision dans un crissement de métal et de verre. La 2e fourgonnette de poursuite a contourné l'épave et a continué d'arriver. « Ils veulent vraiment Éléonore », ai-je chuchoté. « Ils vous veulent vraiment tous les 2, » a corrigé Léa sombrement. « Tu es la faiblesse qu'ils peuvent exploiter. » « Tant que tu existes, Éléonore fera n'importe quoi pour te protéger. Ça te rend précieux? » « Précieux? Je n'avais jamais été précieux pour personne auparavant. Maintenant, j'étais précieux pour toutes les mauvaises raisons. Nous avons roulé pendant ce qui a semblé des heures, mais n'a probablement duré que 30 minutes. Finalement, nous sommes entrés dans une autre installation, celle-ci déguisée en complexe d'entrepôt. Les portes massives se sont fermées derrière nous immédiatement, nous scellant à l'intérieur. Je suis pratiquement tombée du véhicule, les jambes instables. Éléonore a émergé de la voiture de tête et a couru droit vers moi. Elle m'a saisi les épaules, ses yeux cherchant des blessures sur mon visage. « Tu es blessée ?» a-t-elle exigé. « Je vais bien. J'ai géré. L'un d'eux m'a attrapée, mais Léa, je sais, j'ai vu sur les caméras. » Ses mains tremblaient. « J'ai failli te perdre. »« Mais tu ne m'as pas perdu ?» ai-je dit, essayant de paraître plus courageux que je ne me sentais. Damien s'est approché, l'expression plus sombre que je ne l'avais jamais vue. Nous avons perdu 4 agents dans cette attaque. Des gens bien, et le docteur Caron était définitivement la taupe. Nous avons trouvé des preuves qu'il leur a donné notre plan de sécurité. Le médecin qui nous avait trahis était mort maintenant, tué dans la fusillade. Mais sa traîtrise avait coûté des vies. On ne peut pas continuer à fuir, a dit Éléonore. Chaque fois qu'on bouge, on risque l'exposition. On risque plus de morts. Nous devons finir ça. La réunion du conseil est dans moins de 48 heures, lui a rappelé Damien, puis il s'est tourné vers moi. Tu peux encore faire ça? Après tout ce qui vient de se passer, je ne t'en voudrais pas si tu veux te retirer. Je peux organiser une protection pour toi quelque part loin. J'ai pensé à la main de ce mercenaire sur ma bouche. La sensation d'être traîné, les coups de feu, les explosions et le sang. Une partie de moi voulait courir aussi loin que possible de ce cauchemar. Mais une plus grande partie de moi pensait à ce banc gelé, au visage suffisant de Manon, à chaque personne qui m'avait fait me sentir sans valeur. « Je ne vais nulle part, » ai-je dit. « On finit ça ensemble. » Éléonore a souri, mais il y avait de la tristesse dedans. « Tu es plus courageux que tu ne le penses. » « Ou plus stupide, » ai-je répondu, essayant d'alléger le moment. La journée suivante s'est passée dans une préparation tendue. Léa m'a entraînée aux protocoles de sécurité. Que faire si quelqu'un m'attrapait? Comment reconnaître les menaces? Où étaient les salles sécurisées dans cette nouvelle installation? Damien a passé des heures au téléphone avec les agences de régulation, les organisations de presse et les membres de l'ancien conseil d'administration du père. Les pièces se mettaient en place. Demain, tout éclaterait au grand jour.
Éléonore et moi étions assises ensemble dans une salle de conférence sécurisée, passant en revue les preuves une dernière fois. Chaque document, chaque enregistrement, chaque élément de preuve qui détruirait ses sœurs. « Parle-moi de ton père », ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux de l'ordinateur portable, surprise par la question. « Pourquoi » ? Parce que c'est son entreprise, son héritage. Je veux comprendre pourquoi tu te bats. Elle s'est adossée à sa chaise, son expression s'adoucissant. Il était compliqué, brillant et impitoyable en affaires. Mais il valorisait la loyauté et l'intégrité au-dessus du profit. Quand il a su qu'il mourrait, il m'a fait promettre une chose. Quoi ? Que je ne laisserai jamais l'entreprise devenir un outil de cruauté, que je me souviendrai que des gens l'ont construite, pas seulement l'argent. Elle a désigné les documents. Mes sœurs voient les employés comme des dépenses à minimiser. Elles voient les concurrents comme des ennemis à écraser. Mon père voyait un écosystème qui avait besoin de soins. C'est pour ça qu'il te l'a laissé, ai-je dit. C'est pour ça qu'elles me haïssent, Kat, a-t-elle corrigé. Je représente tout ce qu'elles ne peuvent pas être. L'empathie, la conscience. Elles pensent que ces choses sont des faiblesses. J'ai pensé à Manon à nouveau. Comment elle voyait la gentillesse comme de la stupidité. Comment elle prenait la décence pour de la naïveté. Elles ont tort, ai-je dit. J'espère, a répondu Éléonore, parce que demain, on parie tout sur le fait que c'est vrai. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque bruit me faisait sursauter. Léa avait posté des gardes devant ma chambre, mais je n'arrivais toujours pas à me défaire du sentiment que quelque chose de terrible attendait. Vers 2h du matin, j'ai renoncé à dormir et je suis descendue à la cuisine. J'ai trouvé Éléonore déjà là, assise avec du thé froid, fixant le vide. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête. « Trop de choses qui pourraient m'être mal tournées. » J'ai versé de l'eau et je me suis assis en face d'elle. « Dis-moi le pire scénario. » Le conseil ne nous croit pas. Mes sœurs me font passer pour instable. Nous devenons les méchants. Je perds tout ce que mon père a bâti et tu es accusé de complot. Fin. Ta vie détruite avant qu'elle ne commence. Elle a croisé mon regard. C'est ce qui me tient éveillée. Pas de perdre pour moi-même, de t'entraîner dans ma chute. Et le meilleur cas? La justice. Mes sœurs font face aux conséquences. L'entreprise reste fidèle à la vision de mon père. On recommence à respirer. Et le cas moyen? J'ai eu droit à un sourire fatigué. Désordonné. Des années de bataille juridique. Un cirque médiatique. Peut-être qu'on gagne à la fin, mais ça coûte tout. Donc, on parie tout sur demain. Tout. J'ai pris une gorgée d'eau. Je n'ai rien à perdre. Ma famille m'a renié. Je n'avais pas de travail, pas de maison. Le pire que tes sœurs pensent faire, c'est de me remettre là où j'ai commencé. Elles peuvent peut-être faire pire. Des détectives privés déterrant chaque erreur. Des avocats t'ensevelissant sous les frais. Elles peuvent te rendre inemployable, toxique. Elle a marché vers la fenêtre. Je les ai vues détruire des gens. Elles sont cliniques, efficaces. Elle dépouille tout jusqu'à ce qu'il ne reste rien que des décombres. Je l'ai rejointe. Alors nous devons être plus malins? Comment? En étant ce qu'elles ne peuvent pas comprendre. Elles pensent en termes de pouvoir et d'argent. Elles ne s'attendront pas à de la compassion ou à la volonté de tout risquer pour ce qui compte. Elle m'a regardée avec émerveillement. « Tu crois vraiment ça? » Je le dois, parce que si la décence ne gagne pas parfois, à quoi bon? Elle est restée silencieuse, puis a parlé à nouveau. « Je dois te parler de mon père. Pourquoi ça compte tant? J'ai attendu. Il n'était pas parfait. Impitoyable en affaires, mais il avait des principes qu'il ne compromettait pas. Quand j'avais 12 ans, je lui ai demandé pourquoi il construisait des hôpitaux là où ses usines opéraient. Pourquoi il payait plus que le salaire minimum? Pourquoi il se souciait de travailleurs qu'il ne rencontrerait jamais? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le pouvoir révèle le caractère, que l'argent amplifie qui tu es déjà. Si tu es cruel, l'argent te rend plus cruel. Mais si tu as de la compassion, l'argent te permet de l'exprimer massivement. Elle a souri tristement. Il m'a dit que l'entreprise n'était pas seulement une question de profit. C'était pour prouver que les affaires pouvaient être peut-être une force pour le bien si les gens choisissaient d'en faire une. Tes sœurs ne croient pas à ça. Elles pensent que c'est de la faiblesse. Quand mon père mourait, elles planifiaient déjà des changements, supprimer les programmes de santé.
Maximiser le profit à tout prix. 3 jours après ses funérailles, Roxane a viré 200 employés pour améliorer les chiffres trimestriels. Aucune indemnité au-delà du minimum légal, rien. Et tu as essayé de les arrêter. J'ai essayé d'honorer ce qu'il a construit. Elles ont vu ça comme moi m'accrochant aux sentiments. Quand elles ont commencé à parler de mariage arrangé, j'ai réalisé que ce n'était pas pour fusionner des entreprises. C'était pour me retirer entièrement. Je deviendrais impuissante, une figure de proue. Alors tu as fui. J'ai essayé. Elles ont tout confisqué. Mon téléphone, mon identité, même mes chaussures, elles m'ont enfermée dans ma propre maison et ont dit à tout le monde que je faisais une crise de santé mentale. Personne n'a remis ça en question. Comment en es-tu sortie? Elle a souri légèrement. J'ai passé 2 semaines à jouer le jeu, faisant semblant d'être docile. Elles ont relâché leur garde. Puis j'ai volé un téléphone dans le bureau de Roxane, grimpé par une fenêtre et couru. Pieds nus plutôt que la captivité. Tu aurais pu mourir. J'ai failli, si tu ne t'étais pas arrêté. Elle n'a pas fini, nous savions tous les deux. Demain, quand nous entrerons dans cette salle de conseil, mes sœurs attaqueront ta crédibilité, suggéreront que tu es manipulé, essaieront de te faire remettre en question ta propre réalité comme Manon l'a fait avec moi. Exactement. Ces tactiques fonctionnent parce qu'elles exploitent le doute. J'ai besoin que tu t'accroches à la vérité demain. Ne les laisse pas tordre la réalité. Je ne le ferai pas. J'ai déjà vécu une famille qui me manipulait psychologiquement. Je connais les schémas maintenant. C'est pourquoi tu es précieux. Pas seulement comme témoin, mais comme quelqu'un qui comprend les armes qu'elles utilisent. Nous sommes restés dans un silence confortable, nous préparant pour le combat à venir. Finalement, Éléonore a parlé doucement. Peu importe ce qui se passe demain, tu m'as sauvé la vie cette nuit-là, mais tu as aussi sauvé quelque chose de plus grand. Après la mort de mon père, après que mes sœurs ont montré leur vrai visage, j'ai commencé à croire que peut-être elles avaient raison, que la compassion était une faiblesse, que le monde récompensait la cruauté. Mais alors je t'ai aidé. Tu as aidé une inconnue pieds nus. Tu as donné ta seule chaleur à quelqu'un que tu n'avais jamais rencontré. Tu n'attendais rien en retour. Les larmes se sont accumulées dans ses yeux. Tu m'as rappelé qu'il y a encore des gens bien. C'est ce que mon père croyait. Et tu as prouvé que c'était vrai. J'ai senti mes propres larmes menacées. Tu m'as donné une raison de continuer à me battre. Tu m'as fait sentir que je comptais pour la première fois. Ça vaut la peine d'être sauvé. Elle m'a attirée dans une étreinte et nous sommes restés là à rassembler nos forces pour la bataille à venir. L'aube est arrivée trop vite. Je me suis habillée dans l'élégant costume noir que le personnel avait préparé pour moi. En me regardant dans le miroir, je me suis à peine reconnue. Il y a quelques jours à peine, je portais un pull humide, tremblant sur un banc. Maintenant, je ressemblais à quelqu'un qui appartenait aux salles de conseil. Les apparences pouvaient être trompeuses, mais parfois elles ouvrent des portes. Le convoi qui nous a emmenés à la tour de l'entreprise était plus petit qu'avant, mais plus lourdement armé. Nous avons roulé en silence, la tension assez épaisse pour être coupée au couteau. Par la fenêtre, j'ai regardé la ville se réveiller. Les gens commençaient leur journée normale complètement inconscients que dans quelques heures, l'un des plus grands scandales d'entreprise de ces dernières années allait éclater. Les journalistes se pressaient déjà devant le bâtiment, répondant à un tuyau anonyme que Damien avait planté. Ils se sont rués en avant à l'arrivée de nos véhicules. Caméras flashant, questions hurlées. La sécurité les a retenus alors que nous nous frayions un chemin à l'intérieur. Le hall était en marbre et en verre, coûteux et froid. Tout dans cet endroit criait pouvoir et argent. Je me sentais complètement déplacée, mais j'ai gardé la tête haute. Éléonore marchait à côté de moi, calme et composée. Chaque centimètre, l'héritière qu'elle était née pour être. Nous avons pris un ascenseur privé pour le dernier étage. Damien et Léa nous encadraient avec 4 autres membres du personnel de sécurité. Le trajet en ascenseur a semblé interminable, mon estomac tombant alors que nous montions. « Rappelle-toi, » a dit Éléonore doucement. « Laisse-les parler en premier. Laisse-les se sentir en confiance. Puis on leur montre tout. » Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur un étage exécutif. Tapis épais, œuvres d'art originales, fenêtres donnant sur toute la ville, nous avons marché le long d'un couloir vers des portes en bois massif. La salle du conseil.
Damien les a poussés. La pièce était conçue pour intimider. Une longue table pouvant accueillir 30 personnes, des chaises en cuir, plus de fenêtres montrant l'horizon, et à l'extrémité opposée, déjà assises, se trouvaient Roxane et Sophie. Elles avaient l'air encore plus intimidantes en personne que sur les caméras de sécurité. Roxane portait un tailleur gris acier, ses cheveux tirés en arrière sévèrement, son expression calculatrice. Sophie vêtue de bordeaux foncé, souriant de cette manière qui ressemblait à un couteau. D'autres membres du conseil étaient dispersés autour de la table. Des hommes et des femmes plus âgés en costumes coûteux, semblant mal à l'aise. Ils savaient que quelque chose se passait, mais ne savaient pas encore quoi. « Éléonore » a dit Roxane, la voix lisse comme de la glace. « Quelle surprise de te voir. Nous avons entendu dire que tu avais des difficultés. Des problèmes de santé mentale, peut-être. Je vais parfaitement bien, » a répondu Éléonore uniformément. « Alors, où étais-tu » a demandé Sophie, une fausse inquiétude dégoulinant de chaque mot. « Nous avons été si inquiètes. Tu as disparu sans un mot, nous as laissé gérer toute seule. Certains pourraient dire que cela montre de l'instabilité. Certaines pourraient dire que je fuyais une tentative d'enlèvement orchestrée par mes propres sœurs, a riposté Éléonore. La pièce est devenue silencieuse. Les membres du conseil ont bougé sur leur siège. L'expression de Roxane n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux, de l'agacement, peut-être de la peur. « C'est une accusation grave, » a dit Roxane prudemment. « As-tu des preuves? » « J'en ai, » a répondu Éléonore. Elle m'a fait un signe de tête. C'était ça, mon moment. J'ai ouvert le dossier en cuir que je portais et je l'ai placé au centre de la table. Je m'appelle Adrien. Je suis la personne qui a trouvé Éléonore quand elle s'est échappée et je suis aussi la personne que vos sœurs ont essayé de kidnapper pour forcer son obéissance. Sophie a ri, mais cela semblait forcé. C'est absurde. Pourquoi croirions-nous quoi que ce soit que dit un étranger au hasard? Parce que j'ai des preuves, ai-je dit, surpris par la fermeté de ma voix. J'ai sorti le premier document. Ceci est un email de Roxane à une société de sécurité privée daté d'il y a 3 semaines demandant une surveillance sur Éléonore et des plans pour son extraction. Je l'ai posé sur la table. Les membres du conseil se sont penchés pour regarder. Ceci, ai-je continué, sortant un autre document, est une évaluation médicale falsifiée affirmant qu'Éléonore est mentalement incompétente, sauf que le médecin qui l'aurait signé est mort depuis 6 mois. D'autres papiers ont rejoint les premiers, des dossiers financiers montrant des transferts suspects. Des communications entre les sœurs discutant de la façon d'écarter Éléonore, des SMS mentionnant avec désinvolture de faire disparaître les problèmes. Roxane s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est fabriqué. Évidemment, Éléonore est désespérée de garder le contrôle, alors elle a inventé ce fantasme avec l'aide de son nouvel ami. Elle a fait un geste dédaigneux vers moi, la voix dégoulinant de condescendance. Quelqu'un sans référence, sans histoire, sans statut dans cette industrie, juste un timing opportun et une histoire larmoyante conçue pour manipuler les émotions. J'ai aussi des enregistrements, ai-je dit doucement, ma voix coupant son déni. J'ai sorti un petit appareil et appuyé sur lecture. La pièce est tombée dans le silence. La voix de Roxane a rempli l'espace. Cristalline, tirée d'une conversation qu'elle avait eue avec Sophie il y a 2 semaines. Nous devons bouger bientôt sur l'extraction. Si elle arrive à la réunion du conseil, tout devient compliqué. J'ai déjà arrangé l'évaluation falsifiée. Une fois que nous l'avons contenue, les parts sont transférées automatiquement selon les clauses d'urgence. La voix de Sophie a répondu tout aussi clairement. Et les témoins? Et si quelqu'un l'aidait? Et si quelqu'un la reconnaissait dans la rue? On les fait disparaître aussi. Paye-les si possible. Menace-les si nécessaire. Élimine-les si on doit. C'est plus propre comme ça. Pas de fils lâches. Père nous a appris que les affaires exigent des décisions difficiles. Une 3e voix est entrée dans l'enregistrement, une que je ne reconnaissais pas. Et l'équipe de mercenaires? La réponse de Roxane était glaçante. Déjà sous contrat, ils ont de l'expérience avec les extractions de haute valeur. 20 agents entraînés militairement. Ils frapperont l'installation fort et vite. Récupéreront Éléonore et neutraliseront quiconque la protège. Faites passer ça pour un vol ou du terrorisme. Quelque chose qui ne remontera pas jusqu'à nous. J'ai arrêté l'enregistrement. Le silence était assourdissant.
Plusieurs membres du conseil avaient pâli. Une femme a couvert sa bouche avec sa main. L'un des membres du conseil, une femme âgée aux yeux perçants et aux cheveux argentés, a parlé pour la première fois. Sa voix portait l'autorité. « Où avez-vous eu cet enregistrement? »« De la sécurité personnelle, » ai-je répondu, gardant ma voix stable malgré mon cœur battant la chamade. Elle a tout documenté depuis qu'elle a réalisé ce que ses sœurs prévoyaient. 3 ans de preuves. Chaque crime, chaque manipulation, chaque menace, horodatée, authentifiée, vérifiée par 3 analystes forensiques indépendants. Damien s'est avancé et a placé une tablette sur la table avec une précision délibérée. Tout est là. Nous avons également partagé des copies avec les régulateurs fédéraux, le parquet et plusieurs grands organes de presse. Depuis 30 minutes, c'est une information publique. L'histoire sort sur tous les grands réseaux en ce moment même. Il n'y a aucun moyen de contenir ça. Le sang-froid de Roxane s'est finalement brisé, le visage rouge de rage. « Vous ne pouvez pas faire ça? Ça va détruire l'entreprise, l'héritage de notre père. » L'héritage de notre père. Éléonore a interrompu, la voix coupant comme de l'acier forgé dans le feu. C'était l'intégrité, quelque chose que vous n'avez clairement jamais compris. Elle a marché vers la tête de la table et s'est tenue là, commandant la pièce. Quand mon père mourait, il m'a dit que le pouvoir révèle le caractère. Il a dit que l'entreprise me montrerait qui étaient vraiment les gens. Il avait raison. Vous avez toutes les deux choisi l'avidité plutôt que la famille, le pouvoir plutôt que les principes. Vous avez prévu de me faire tuer. Nous n'avons jamais, a commencé Sophie. Ne mens pas, a dit Éléonore platement. Plus maintenant, les mercenaires que vous avez engagés ont attaqué notre installation il y a 2 nuits. 4 personnes sont mortes, des gens bien qui essayaient juste de protéger quelqu'un que vous vouliez effacer. Elle a posé les 2 mains sur la table et s'est penchée en avant. Je ne voulais pas ça. Je voulais croire qu'on pouvait travailler ensemble, que le sang signifiait quelque chose. Mais vous m'avez montré exactement qui vous êtes. Et maintenant, le monde le sait aussi. L'un des membres masculins du Conseil s'est raclé la gorge. Au vu de ces preuves, je propose un vote immédiat de défiance envers les positions de Roxane et Sophie au Conseil et une enquête complète sur les charges criminelles. Je soutiens, a dit immédiatement la femme aux yeux perçants. Le vote a été unanime. En quelques minutes, Roxane et Sophie ont été dépouillées de leur position, de leur accès aux ressources de l'entreprise, de tout. Elles sont restées assises là, les visages figés par le choc et la rage alors que leur monde entier s'effondrait. « Tu vas regretter ça », a sifflé Roxane à Éléonore. « Nous te combattrons en justice pendant des années. Nous te détruirons. » « Vous êtes les bienvenus pour essayer, » a répondu Éléonore calmement. « Mais vous le ferez depuis l'extérieur de ces murs. Sécurité, veuillez escorter mes sœurs hors du bâtiment. » La sécurité armée est entrée. Pas gentiment. Roxane et Sophie ont été sorties comme des criminels, ce que je supposais qu'elles étaient. La porte s'est refermée derrière elles. Les membres du conseil restants ont regardé Éléonore avec un nouveau respect. Un par un, ils se sont levés et l'ont reconnue, l'héritière légitime, la vraie dirigeante. Quand la pièce s'est finalement vidée, ne laissant qu'Éléonore, moi, Damien et Léa, la tension s'est brisée. Éléonore s'est appuyée contre la table, semblant soudainement épuisée. « C'est fini ?» a-t-elle demandé doucement. « La partie conseil ici est finie », a répondu Damien. « Les batailles juridiques prendront du temps. Mais oui, tu as gagné. » Il m'a regardé. Nous avons gagné. J'ai senti les larmes monter, mais j'ai refusé de les laisser couler. Pas encore. Pas quand je devais rester fort. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant ?» a dit Éléonore en se redressant. « On reconstruit l'entreprise, nos vies, tout. » Elle a marché vers les fenêtres massives donnant sur la ville. Je l'ai rejointe en me tenant à côté d'elle alors que nous regardions le monde en contrebas. « Je pensais sur ce que j'ai dit plus tôt, » a-t-elle continué. « Tu fais partie de ça maintenant, partie de tout. Je veux que tu restes, que tu travailles avec moi, que tu m'aides à construire quelque chose de mieux. » « Je ne connais rien à la gestion d'une entreprise, » ai-je protesté. « Tu connais les gens, la manipulation et la cruauté, et tu reconnais quand quelque chose ne va pas. C'est plus précieux que des diplômes de commerce. » Elle s'est tournée pour me faire face. « De plus, tu as déjà prouvé que tu es prêt à te battre pour ce qui est juste.
C'est exactement le genre de personne dont j'ai besoin à mes côtés. J'y ai pensé, à la vie que j'avais perdue et à la vie qu'on m'offrait. Elles n'étaient même pas comparables. « D'accord, » ai-je dit, « je reste. » À l'extérieur du bâtiment, nous pouvions entendre des sirènes. Les médias avaient eu l'info. En quelques heures, l'histoire serait partout. Une héritière milliardaire échappe au complot d'enlèvement de ses propres sœurs. Conspiration d'entreprise exposée, justice rendue. Mais debout, dans cette salle de conseil, regardant la ville avec Éléonore à mes côtés, je ne pensais pas aux gros titres ou aux scandales. Je pensais à un banc gelé sous un lampadaire, à une femme pieds nus dans la neige, à un moment de gentillesse qui a tout changé. « Merci », a dit Éléonore doucement. « Pourquoi ? » Pour ne pas m'avoir ignorée cette nuit-là, pour m'avoir vue quand j'étais invisible. J'ai souri. Merci de m'avoir rendue visible à nouveau. Nous sommes restés là alors que le soleil montait plus haut, réchauffant la vitre. Deux personnes qui s'étaient trouvées dans leurs moments les plus bas et avaient en quelque sorte construit quelque chose de plus fort que ce que chacun de nous aurait pu faire seul. Manon m'avait envoyé un SMS ce matin-là, un dernier message. « Tu as eu de la chance, ça ne durera pas ?» Je l'ai effacé sans répondre. Elle avait tort. Ce n'était pas de la chance, c'était un choix, le choix d'aider quelqu'un, le choix de continuer à se battre, le choix de croire que les gens pouvaient être meilleurs que leurs pires moments. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était une alerte info de dernière minute. Empire d'entreprise en crise alors que l'héritière expose le complot des sœurs. L'histoire était partout. Chaque média, chaque plateforme, exactement comme nous l'avions prévu. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications, des messages de gens que je connaissais à peine, des journalistes voulant des interviews, d'anciens camarades de classe soudainement intéressés. Mais un message a attiré mon attention et m'a fait arrêter. Ma mère. « J'ai vu les nouvelles. Il faut qu'on parle. »« En est... S'il te plaît, rappelle-moi. » Je l'ai fixé pendant un long moment, ma poitrine se serrant douloureusement. Une partie de moi voulait répondre pour être enfin reconnue par la famille qui m'avait jetée. Mais une autre partie, la partie qui était devenue plus forte ces derniers jours, savait mieux. « Tout va bien ?» a demandé Éléonore, remarquant mon expression. « Ma famille m'a contactée » ai-je dit. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai regardé le message à nouveau. Puis j'ai bloqué le numéro. « Rien » ai-je dit. « Ils ont eu leur chance. » Éléonore m'a serré l'épaule. Parfois, la famille que nous choisissons est plus forte que la famille dans laquelle nous naissons. Elle avait raison. J'avais été abandonnée dans la neige, laissée à geler par des gens qui étaient censés m'aimer. Mais cette nuit-là m'a menée à Éléonore, m'a menée à un but, m'a menée à réaliser que ma valeur n'était pas déterminée par des gens qui ne pouvaient pas la voir. Nous avons quitté la salle du conseil ensemble. Marchant côte à côte, Damien et Léa ont emboîté le pas derrière nous. La sécurité nous a entourés alors que nous nous frayions un chemin à travers le bâtiment, devant les employés qui fixaient, devant les journalistes criant des questions auxquelles nous ne répondions pas. Le convoi attendait dehors. Mais cette fois, quand nous sommes montés dans le véhicule, cela semblait différent, pas comme une fuite, comme un nouveau départ. Alors que nous nous éloignions de la tour de l'entreprise, Éléonore s'est tournée vers moi. « Je ne t'ai jamais demandé, qu'est-ce que tu veux faire à long terme professionnellement? » J'y ai pensé. Il y a une semaine, je n'avais pas de réponse, pas de direction, pas d'espoir. Je veux aider les gens comme nous, ai-je dit, les gens qui sont contrôlés par leur famille, les gens qui pensent qu'ils n'ont pas d'issue. Je veux leur montrer qu'il y a un autre chemin. Éléonore a souri. Alors c'est ce que nous ferons ensemble. Le véhicule nous a emmenés loin du chaos, loin des caméras et des questions et du scandale, mais nous ne fuyions plus. Nous avancions. Deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Deux vies qui se sont croisées de la manière la plus improbable. J'ai pensé à ce banc gelé une dernière fois. À quel point j'étais passée près d'abandonner. À la façon dont un moment de choix de la gentillesse sur l'autopréservation avait réécrit nos deux avenirs. Manon m'avait toujours dit que j'échouerais sans famille, que je n'étais rien seule, que personne ne me choisirait jamais. Elle avait tort surtout. Quelqu'un m'avait choisi et ensemble nous avions gagné.
Pas seulement contre ses sœurs, pas seulement au tribunal ou dans les salles de conseil. Nous avions gagné quelque chose de plus grand. Nous avions prouvé que les gens pouvaient s'élever au-dessus de leurs pires circonstances, que les familles bâties sur le choix étaient plus fortes que les familles bâties sur le sang, que la gentillesse n'était pas une faiblesse, mais la force la plus puissante de toutes. La neige avait cessé depuis des semaines, mais je n'oublierai jamais cette nuit-là. Le froid, l'obscurité, le moment où j'ai décidé d'aider une inconnue au lieu de passer mon chemin. Ce moment a sauvé nos 2 vies. Et maintenant, roulant à travers la ville avec Éléonore à mes côtés, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne l'avais pas seulement sauvée, elle m'avait sauvée, moi aussi. Nous nous sommes sauvés mutuellement, et cela a fait toute la différence.